Il y a approximativement 251,9 millions d'années, à la toute fin du Permien, la vie sur Terre était... ça allait pas fort, on va dire. Pas fort du tout, car nous étions en plein dans l'extinction Permien-Trias. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, cet événement appelé la Grande Mort fut bien plus terrible que l'extinction des dinosaures. 3 fois pire selon certaines métriques. Et contrairement au Crétacé, la catastrophe ne vint pas du ciel, mais des entrailles de la Terre, avec de très violentes éruptions volcaniques. Et je ne parle pas de quelques coulées de lave, car les traps de Sibérie générèrent tout un tas d'effets légèrement problématiques, causant ainsi la Grande Mort. On peut noter une chaleur insoutenable, une aridité extrême, des flots de lave constants et des feux à grande échelle. Et tout ceci dura pendant des milliers et des milliers d'années, éradiquant la quasi-totalité de la vie sur Terre. Quand ce cataclysme prit fin, notre planète était un véritable cimetière, avec notamment 96% de tous les animaux marins totalement éradiqués et plus de 9 animaux sur 10 ayant disparu. Cette extinction fut tellement sévère que même les survivants ultimes, les arthropodes, souffrirent aussi grandement. Ce qui est intéressant d'ailleurs, car ils s'en sortent généralement assez bien durant les extinctions de masse. Mais la Grande Mort était juste trop mortelle. En effet, cela prit près de 50 millions d'années à notre planète pour totalement s'en remettre, soit bien plus que l'entièreté de l'âge de glace. Bref, une période légèrement désagréable. Cependant, on entend souvent parler de ce qui se passa juste avant, au Permien supérieur, ou pendant l'extinction elle-même, mais rarement ce qui arriva juste après celle-ci. Et c'est bien dommage, car ces quelques millions d'années abritaient une faune unique. Bon, le thème est un peu morbide quand même, car les choses ne vont pas s'arranger comme ça après une telle hécatombe. Ainsi, à quoi ressemblait notre planète et la biosphère juste après la Grande Mort ? À notre connaissance, le gros de la catastrophe prit fin à la frontière entre le Permien et le Trias, soit au début de l'Indusien, le premier étage du Trias. Il s'étala de 251,9 à 249,9 millions d'années, et ces 2 millions d'années étaient particulièrement infernales. Ceci à tel point que les survivants de la Grande Mort n'étaient peut-être pas les plus chanceux dans cette histoire. En effet, si je vous téléportais à l'Indusien, la première chose que vous feriez serait sans doute d'hurler de douleur. Et pourquoi donc, me diriez-vous ? Eh bien, tout simplement à cause d'un climat légèrement désagréable, pour ne pas dire totalement insupportable. Notre planète était, pour ainsi dire, un véritable four à ciel ouvert. Une étude proposa que la température de surface des mers équatoriales aurait pu dépasser les 40 degrés, soit la température maximum recommandée pour les jacuzzis. Faut le faire quand même. Et sur la terre ferme, ce fut encore pire, avec des températures pouvant facilement excéder les 60 degrés, assez chaud pour cuire du porc, du poisson, du bœuf ou vous. Avec une telle température, vous souffririez de brûlures, de déshydratation, de choc thermique, et ce, en à peine quelques heures. Quand je vous parle d'un four, ce n'est pas une exagération. Sans compter que le supercontinent Pangée était à son paroxysme en termes de surface, offrant ainsi de gigantesques déserts à perte de vue. En effet, la Pangée était particulièrement aride, ceci à cause de la chaleur, mais aussi des montagnes au centre bloquant l'humidité. Ainsi, la majeure partie de l'intérieur des terres fut transformée en de vastes no man's land, où la vie animale était quasiment impossible. Ces déserts auraient été tellement vastes que l'on se serait cru sur Arrakis. Bref, à bien y réfléchir, l'Indusien est bien pire que le Jurassique supérieur. Ainsi, même si par miracle vous réussissiez à vous abriter de la chaleur, eh bien, vous ne seriez pas au bout de vos peines. Un autre problème majeur aurait été l'air, enfin, plutôt son absence. Nous, humains, sommes habitués à un certain taux d'oxygène dans l'air, celui-ci estimé à 20-21% aujourd'hui. Bien que cela semble assez peu, disons que ça fait le café quoi. Mais une baisse de ce taux peut s'avérer catastrophique pour notre organisme. Or, suite à l'extinction Permien-Trias, les taux chutèrent jusqu'à potentiellement 15, voire 12% d'oxygène dans l'air. Autrement dit, vous aurez eu quelques petits soucis en respirant cet air, tels qu'une élévation du rythme cardiaque, une hyperventilation, des problèmes gastriques, des migraines, un manque de sommeil, une fatigue chronique
Et si vous restez trop longtemps, des œdèmes pulmonaires et cérébraux, soit quand vos poumons et votre cerveau se remplissent de liquide et cessent de fonctionner. Charmant, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout, car outre le manque d'oxygène, l'aridité et la chaleur extrême à gérer, le plus rigolo aurait été les hypercyclones. Pour faire simple, voyez cela comme un cyclone, mais sous stéroïdes. Bien que nous n'ayons pas de preuves directes, ce genre d'événement météorologique peut, en théorie, avoir lieu quand la température de surface d'un océan atteint les 50 degrés. Or, si on prend une température moyenne de 40 degrés à l'équateur, des pics à 50 ou plus sont très plausibles. Ainsi, quand un tel monstre voit le jour, il pourrait générer des vents allant jusqu'à 970 km/h, soit de quoi raser des bâtiments en béton armé. Il s'agit même du double de la plus puissante tornade jamais enregistrée. La cerise sur le gâteau est que s'éloigner des côtes ne vous aurait pas protégé des hypercyclones. En effet, ceux-ci avaient une pression atmosphérique tellement basse qu'ils auraient eu une assez longue durée de vie, possiblement des semaines à tourbillonner non-stop. Pour ne rien arranger, ils auraient pu être absolument énormes, les plus gros pouvant éventuellement recouvrir l'Amérique du Nord. Autrement dit, accrochez-vous. Et puis, petit bonus, ces tempêtes auraient été si intenses qu'elles auraient pu endommager la couche d'ozone, et si vous vous retrouviez dans l'œil de ces hypercyclones, vous pourriez simplement mourir d'asphyxie à cause de la simple pression de l'air. Bon, à ce stade, difficile à croire que quoi que ce soit ait pu survivre à la Grande Mort et à l'Indusien. La quasi-totalité des terres et océans n'étaient plus que des zones dépourvues de vie. Mais heureusement pour nos ancêtres, toute la Pangée n'était pas désertique et les régions polaires offraient une sorte de refuge pour la biodiversité. Ces régions étaient toujours extrêmement chaudes, mais pas assez pour vous cuire sur place, et à la fin de l'Indusien, elles redevinrent même légèrement fraîches. Enfin, tout est relatif, car il n'y a pas eu le moindre petit flocon sur Terre pendant des millions d'années. Ainsi, ce fut dans ces régions-là que la vie put renaître de ses cendres. Niveau végétation, ce furent les conifères et les lycophytes qui se remirent le plus vite, avec le retour de vastes forêts au pôle, ainsi que des forêts éparses à d'autres endroits. Petit à petit, la Pangée vit de nouvelles rivières apparaître, offrant de l'eau et des ressources aux animaux ayant survécu. Ainsi, en explorant ces zones, disons, supportables, je sais déjà quel sera l'animal que vous verriez en premier. Voici le véritable roi de la Pangée, une créature qui dominait la Terre au Trias inférieur, et peut-être l'animal le plus prospère de tous les temps, le terrible Lystrosaurus. Bon, certes, notre ami n'a pas vraiment une tête de vainqueur, et vous vous demandez sans doute comment cette bestiole peut littéralement devenir le roi du monde. Eh bien, ne jugez pas le Lystrosaurus trop vite, car cet animal est un véritable survivant de l'enfer. Pour débuter, il a survécu à la pire extinction de tous les temps, ce qui est déjà un sacré exploit. Rien que ça fit de lui le chouchou de nombreux paléontologues, ceux-ci fascinés par sa résilience. Après tout, Lystrosaurus ne semblait pas particulièrement costaud, celui-ci ressemblant grossièrement à une sorte de cochon mutant. De plus, il n'était pas vraiment impressionnant, la plupart des espèces étant aussi grosses qu'un chien, tandis que la plus grande aurait atteint les 3 mètres maximum. Aussi, il n'avait rien d'un prédateur vorace et ne portait aucune protection externe. Juste un paisible petit thérapside herbivore dont les seules défenses étaient ses 2 grandes canines. Donc comment cette drôle de créature a pu survivre? Eh bien, il existe plusieurs théories. La plus simple, et sans doute la plus ennuyeuse, fut le facteur chance, cet animal s'étant juste retrouvé au bon endroit, au bon moment. Mais d'autres sont bien plus intéressantes, notamment son éventuelle faculté à creuser. Voyez, les défenses du Lystrosaurus auraient pu servir de pelle ou de piolet. Or, ceux-ci étaient couplés à des membres postérieurs assez courts et des membres antérieurs extrêmement robustes, des adaptations visibles chez la plupart des vertébrés souterrains. Ceci fut sans nul doute un énorme avantage, protégeant ces petits gars des gaz toxiques, de l'aridité, de la chaleur et des intenses radiations UV. En plus de cela, il avait un système respiratoire particulièrement efficace, avec une cage thoracique très large pour abriter de très grands poumons, des narines courtes parfaites pour respirer rapidement, et de hautes épines neurales pouvant accueillir des muscles aidant à la respiration. Cet animal aurait été une véritable pompe à air vivante, une adaptation très efficace pour survivre à la Grande Mort,
et à la baisse des taux d'oxygène. Bien que cette hypothèse soit assez populaire, il en existe d'autres. Une récente se base sur les marques de croissance d'un spécimen retrouvé en Antarctique. Il semblerait que ce spécimen de l'Istrosaurus serait rentré dans des phases de torpeur, un peu comme des hibernations, ce qui l'aurait aidé à supporter des mois plus terribles que d'autres. Ainsi, quand les volcans se turent, quand la couche d'ozone commença à se reformer et que les taux d'oxygène réaugmentèrent doucement, eh bien, l'Istrosaurus fut le grand vainqueur de cette crise. Victorieux, certes, mais surtout bien seul, car il n'y avait quasiment aucune compétition et très peu de prédateurs. Il put ainsi coloniser la Pangée, surtout l'hémisphère sud, et furent de loin les vertébrés terrestres les plus nombreux, représentant parfois jusqu'à 95% de tous les fossiles retrouvés au sein de certaines formations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable, car aucun autre animal n'a à ce point dominé la Terre. À titre de comparaison, si l'on combine toute la population humaine actuelle et tous les animaux domestiques, on pourrait à peine atteindre un tel pourcentage. Tout ça pour dire que vous auriez souvent croisé ce paisible herbivore lors de vos aventures au Trias. Toutefois, bien que dominant, il n'aurait pas été le seul à habiter ce monde en ruine. Et s'il y a bien un animal que vous n'auriez pas voulu croiser, ce fut Moscorinus. Il s'agit d'un synapside thérocéphalien et plus particulièrement d'un echinognatidé. Petit aparté, l'appellation reptile mammalien n'a rien de scientifique. On parle de synapside quand on est sérieux. Grossièrement, on peut décrire Moscorinus comme le lion du Trias inférieur. Et eh bien, la comparaison est valide, car il ressemblait un peu à ceci. Bien sûr, il n'avait rien à voir avec les félins, et il n'était même pas un mammifère. Le seul point commun étant qu'ils auraient aussi vécu en Afrique, et plus précisément en Afrique du Sud. Avant l'extinction, cette famille de synapsides semblait avoir le vent en poupe, remplaçant même les gorgonopsiens à certains endroits à la toute fin du Permien. Toutefois, avant qu'ils aient pu conquérir le monde, patatras, la grande mort frappa, et comme beaucoup, la plupart furent exterminés. La plupart, oui, mais pas tous. En effet, notre Moscorinus représentait une menace majeure pour la faune du Trias inférieur, étant un puissant prédateur. Il possédait un corps robuste, couplé d'un crâne et de mâchoires larges et épaisses. Celle-ci était pourvue de dents spécialisées, avec des incisives tranchantes, plusieurs postes canines et surtout 2 énormes canines leur donnant une allure de dents de sabre. À vrai dire, elles étaient très ressemblantes aux crocs des gorgonopsiens, étant à la fois épaisses et profondément enfoncées dans la mâchoire. Ainsi, Moscorinus pouvait maintenir des proies en train de se débattre, tout en broyant les chairs à l'aide de sa puissante morsure. Toutefois, malgré l'allure de ses canines, notre ami n'est pas considéré comme un vrai dent de sabre, mais je vous détaillerai cela un autre jour. Il reste un véritable super prédateur, et fut sans doute l'un des seuls animaux de l'Indusien à pouvoir battre un Lystrosaurus adulte. À noter quand même que les Moscorinus du Trias étaient plus petits que leurs ancêtres pré-extinction, à peu près 13% moins massifs. Un peu comme le nanisme insulaire, ceci pourrait être la faute du manque de ressources. Ce phénomène est observable chez la plupart des carnivores d'ailleurs, ceci montré par un autre groupe iconique du Trias, nos ancêtres même, les cynodontes. Ces derniers apparurent au Permien, mais tout comme l'Istrosaurus, ils surent tirer profit de cette situation. À l'époque, le clade le plus commun fut les cynognathiens, ou mâchoires de chien, qui colonisèrent toute la Pangée. Ils connurent une rapide radiation évolutive, leur permettant ainsi de coloniser de nombreuses niches écologiques vacantes. Mais ils partagent tous une dentition fortement spécialisée, leur permettant de tuer et dévorer leur proie avec une certaine efficacité. Cette adaptation leur permit de tenir tête aux echinognatidés malgré leur petite taille, la plupart ne dépassant pas 1 mètre de long. Même le genre le plus massif de l'Indusien, le Beichanodon, faisait à peine la taille d'un gros chien. Mais je vous déconseille de le caresser celui-là. Hélas, ce ne fut pas nos lointains ancêtres, ou même le Moscorinus, qui devinrent les nouveaux maîtres du monde. L'âge des synapsides est terminé. Le temps des reptiles est arrivé. Les tout premiers gros reptiles à prendre leur essor furent les protérosuchidés.
Cette famille d'archosauromorphes basaux apparut littéralement à la veille de la Grande Mort. Or, on pourrait penser que ce serait une malédiction, mais pour eux, ce fut une véritable aubaine. Nous ne savons pas exactement comment, mais ils furent l'un des groupes ayant le mieux enduré l'extinction et explosèrent en termes de taille et de diversité au cours de l'Indusien. Aux yeux d'un voyageur temporel, il pourrait s'agir d'une sorte de proto-crocodile, ces animaux ayant un corps assez long et fin, un crâne allongé et une allure de crocodilien. La seule différence flagrante aurait été le manque d'armure d'ostéoderme et un squelette un peu moins complexe. Leur trait le plus iconique aurait été l'avant de leur mâchoire supérieure recourbée, pourvu de longues dents crénelées, les aidant à retenir et à trancher les chairs de leur proie. Malgré leur allure fascinante, mieux valait ne pas trop s'approcher, car ceux-ci étaient souvent bien plus gros que les cynodontes. Les plus petites espèces étaient comparables en taille à de gros varans, tandis que les plus gros, tels Proterosuchus, auraient pu atteindre les 4 mètres pour une centaine de kilos. Pour vous donner une idée, voici à quoi ressemble un alligator de 4 mètres. Bonne chance face à une telle bête. Toutefois, cette famille suscite quelques interrogations, notamment sur leur mode de vie, car bien qu'ils fussent retrouvés au sein de milieux dulsaquicoles, nous ne savons pas vraiment s'ils étaient des prédateurs terrestres, semi-aquatiques ou à l'entre-deux. Ce qui est sûr cependant est qu'ils occupaient la majeure partie de la Pangée, avec des restes retrouvés en Inde, en Afrique, en Argentine et en Russie. Certes, ce n'est pas partout, mais il ne faut pas oublier qu'une bonne part du supercontinent était encore recouvert de déserts brûlants. Maintenant, vous devriez avoir une bonne idée d'à quoi ressemblait la faune de l'Indusien, le reste étant surtout composé d'animaux de petite taille, tels que divers petits reptiles et arthropodes. Bref, c'était pas la joie. Néanmoins, mieux valait tout de même rester sur ses gardes, en particulier près des cours d'eau. Ces écosystèmes furent particulièrement impactés par la Grande Mort, avec la majorité des rivières, lacs et marécages devenant anoxiques, éliminant la quasi-totalité des organismes aquatiques. Bon, vous allez me dire qu'on s'en fiche, qu'on respire de l'air, nous. Alors certes, mais un autre groupe d'animaux respire aussi de l'air, mais vit en eau douce. Les amphibiens. Et vu qu'ils n'avaient aucun concurrent, vous savez ce que cela veut dire. Ainsi, ces bons vieux temnospondyles, les maîtres du Carbonifère, revinrent en force. La plupart avaient une allure assez similaire aux crocodiliens et atteignaient parfois des tailles impressionnantes. Ainsi, je vous déconseille la baignade dans les rivières de la Pangée, car ces bestioles étaient absolument partout, et la majorité, si ce n'est tous, étaient de voraces carnivores. Vous auriez ainsi pu expérimenter tout un éventail de morsures différentes, certains ayant des mâchoires longues et garnies de grandes dents coniques, tandis que d'autres avaient d'épaisses et larges mâchoires musclées, parfaites pour broyer leur proie. On note aussi une grande diversité de tailles, certains de la longueur de votre main, tandis que d'autres auraient été bien plus grands que vous. De véritables mastodontes apparurent au cours du Trias, mais ceci est une autre histoire. Pour l'heure, les temnospondyles du Trias inférieur, bien que présents partout sur la Pangée, restaient surtout cantonnés dans certaines régions. Et s'il y a bien un endroit au monde où on s'attendrait à voir une ribambelle d'animaux étranges, ce serait évidemment en Australie. En effet, ce fut Down Under que les paléontologues découvrirent la formation Arcadia, des sédiments datant du Trias inférieur, où 90% de tous les vertébrés découverts étaient des amphibiens. Les 10% restants étant constitués d'un mix de poissons, de reptiles et de synapsides. De plus, vous n'aurez pas juste rencontré ces créatures au sein des cours d'eau. Contrairement à aujourd'hui où nous n'avons qu'une seule espèce d'amphibien pouvant supporter l'eau salée, de nombreuses espèces toléraient le sel à l'époque, et certains semblaient 100% marins, représentant donc une part significative de la vie marine post-extinction. Après tout, ce n'est pas comme si la quasi-totalité des animaux marins avait disparu. En parlant des océans, il n'existait que 2 gigantesques masses d'eau au Trias inférieur. Le superocéan Panthalassa, qui ridiculiserait le Pacifique actuel, et l'océan Paléothétis à l'est, abritant les îles qui formeront la Chine. Tout comme les continents et les cours d'eau, les milieux marins étaient toujours assez hostiles à la vie. La température moyenne de surface aurait été très élevée, similaire à un bain chaud, ceci entraînant de grands phénomènes d'anoxie ainsi qu'une forte baisse du pH. Autrement dit, une soupe chaude et acide. Toutefois, les océans regorgeaient de vie, juste pas la vie auquel on s'attendrait. Tous les récifs coralliens furent balayés, remplacés par des récifs microbiens
fait de gigantesques colonies bactériennes. L'eau elle-même aurait été très étrange, n'étant pas bleue comme aujourd'hui, mais verte ou violacée à cause des bactéries. De vastes portions d'océan étaient teintées tantôt de vert olivâtre ou de violet brunâtre, ceci tout particulièrement dans les régions les plus chaudes. Entre les microalgues souvent toxiques et les conditions de vie désastreuses, ce n'est donc pas une surprise que ces océans fussent plutôt calmes. Ainsi, vous pourriez profiter de ces eaux chaudes sans risque qu'un quelconque requin ou autre poisson carnivore vienne vous croquer les fesses. Mais comme vous vous en doutez, la vie trouve toujours un chemin, et dans les eaux peu profondes de la Paléothétis, la vie marine reprit les couleurs. D'ailleurs, si vous partez en vacances au bord de cet océan, n'oubliez surtout pas la crème solaire et votre canne à pêche. En effet, elle vous aurait été bien utile, car les poissons étaient rois et commençaient doucement à se rediversifier. Et je ne parle pas de tous ces étranges requins du Permien, mais des actinoptérygiens et des sélacantes, ceux-ci ayant mieux supporté la grande mort que leurs cousins cartilagineux. Vous auriez ainsi pu pêcher des Australosomus, Bobasatrenia, Pteronisculus, Sorictis et Witeia. A noter qu'il n'existait pas encore une si grande diversité d'espèces et que ces 5 genres auraient été présents en de nombreux endroits du globe, devenant parfois les super prédateurs de leurs écosystèmes. Ce fut d'ailleurs la seule fois de leur histoire où les poissons osseux non tétrapodes dominèrent complètement les océans. Le prédateur ultime de ces eaux aurait été le Birgeria, un énorme poisson carnivore pouvant atteindre les 2 mètres de long. Il utilisait ses grandes dents coniques pour chasser toute une diversité d'autres poissons, tels que le montre ce spécimen avec un Sorictis dans l'estomac. Toutefois, Birgeria aurait plutôt vécu au large, donc pas de souci pour nous. La seule chose à craindre sur les plages de l'Indusien, c'est les coups de soleil, et la chaleur extrême, et le manque d'oxygène. Ouais, c'est pas si mal le XXIe siècle au final. A noter que les poissons osseux n'étaient pas les seuls prédateurs des mers du Trias. Bien que rares, les Hybodontiformes, un ancien clade de requins datant du Dévonien, arrivèrent à passer outre l'extinction. La plupart du temps, ces derniers étaient plutôt petits pour des requins, avec notamment l'Isodus étant à peine plus grand que votre pied et Palaeobates aussi long que votre bras. Il va de soi que ces requins étaient absolument inoffensifs, voire mignons même. Ils auraient principalement chassé de petits poissons, et certains avaient des mâchoires adaptées pour écraser les coquilles. Toutefois, il y avait un genre qui semblait un peu moins adorable, l'Acrodus. Bon, pas de panique cependant, il s'agissait d'un genre d'hybodonte durophage, possédant de grandes dents épaisses et émoussées. Il fut sans doute le plus grand représentant de son ordre durant l'Indusien, cette bestiole pouvant tout de même atteindre une taille similaire au Birgeria, les plus grands spécimens estimés à 2,5 mètres de long. De plus, comme beaucoup d'hybodontiformes, ce requin aurait pu remonter les cours d'eau s'il le désirait, lui offrant une certaine adaptabilité. Aux côtés des hybodontiformes, vous auriez éventuellement pu croiser d'autres élasmobranches dans ces océans. Hélas, nous ne savons quasiment rien de ces proto-requins modernes, car seuls quelques fragments de dents datant de l'époque furent retrouvés. Donc nous savons qu'ils étaient là, mais les paléontologues n'ont aucune idée de leur taille ou de leur mode de vie. Toutefois, le plus grand mystère concerne un autre groupe de poissons cartilagineux, des créatures tellement bizarres qu'elles en devinrent légendaires, les Eugénéodontiformes. Ces étranges poissons sont une véritable énigme de la science, possédant des mâchoires uniques, ayant donné naissance à des animaux iconiques tels qu'Hélicoprion ou Edestus. Des créatures fascinantes que je vous présente dans la vidéo sur les requins du Carbonifère. Pendant longtemps, les scientifiques pensèrent qu'ils avaient tout simplement disparu durant la Grande Mort. Mais des études récentes laissent suggérer qu'ils auraient pu tenir encore quelques temps avec plusieurs restes datant de l'Indusien. Malheureusement ou heureusement, ce ne fut pas les géants iconiques qui survécurent, mais plutôt le petit Fadenia, un genre mesurant dans les 1,50 m. Tout comme ses grands cousins, il avait une tête assez étrange, avec un rostre assez long et une mâchoire inférieure portant une sorte de rouleau de dents épaisses, designé pour écraser les coquilles. Il semble que son cousin, le Caseodus, aurait aussi vécu dans ces eaux. Mesurant une taille équivalente et chassant les mêmes proies, la seule différence aurait été l'absence de rostre et de rouleau, ce dernier ayant une dentition un peu moins excentrique. Un autre détail intéressant est qu'il fut retrouvé au sein de la même région au Canada, et qu'un troisième genre fut retrouvé là-bas,
le Paredestus. Or, c'est une sacrée surprise, car celui-ci n'appartient pas à la même superfamille que les deux autres, étant un Edestoidea, des animaux appelés requins cisailles à cause de leur étrange mâchoire verticale. Mais au lieu de dents tranchantes, comme son cousin Edestus, il possédait un mix de dents plates et épaisses, et de dents plus offensives, disons, avec des bords affûtés. Ceci rendit les paléontologues un peu confus, et nous ne savons pas vraiment de quoi ils se nourrissaient. D'autres restes appartenant à ces faux requins furent retrouvés sur les anciennes côtes de la Pangée, indiquant qu'ils tinrent bon encore pendant de nombreux millions d'années. Cependant, ces étranges animaux s'éteignirent pour de bon avant le Trias moyen. Tout comme eux, les Lystrosaurus, Achinognathidae, Proterosuchidae et de nombreuses autres créatures ayant miraculeusement survécu à la Grande Mort disparurent peu de temps après l'Indusien. Malgré leur incroyable résilience, ils laissèrent place à tout un panel de nouvelles créatures, toutes plus incroyables et bizarres les unes que les autres. Mais ceci, les amis, est une autre histoire. Merci de votre attention durant ce long épisode, et on se dit à la prochaine aux eaux perdues.